Bonsoir à tous. Comme le nom de cette conférence l'indique, aujourd'hui, ce soir, je vais vous parler de l'anti-France. Alors, ce thème s'est imposé à moi assez progressivement. À la base, je réfléchissais sur les causes qui faisaient que le peuple français d'aujourd'hui était devenu absolument insensible à ce qui a fait sa propre civilisation. Et même une frange très large de notre peuple a parfois un dégoût viscéral pour ce qui constitue l'essence de notre civilisation. Donc, à travers cette question, j'ai fini par arriver à cette fameuse anti-France. Alors, je ne vais pas jouer de suspense, et cette anti-France, je vais immédiatement la nommer. Et pour ce faire, je vais avoir recours à une petite citation de monsieur Christophe Barbier, de l'Express, qu'on voit très régulièrement aussi sur les plateaux télé. Alors, c'était au mois de mars 2012, sur le plateau de Laurent Ruquier, dans On n'est pas couché. Christophe Barbier était là pour faire la promotion de son livre, et dans son livre, il faisait des portraits d'hommes politiques. Et Natacha Polony lui fait remarquer que, je cite, « Il marque une tendresse particulière pour Mélenchon parce que, comme lui, il est plus républicain que démocrate. » Réponse de Christophe Barbier. « Je suis plus républicain que démocrate et j'adhère à la thèse de Mélenchon là-dessus. La démocratie, ça veut dire que si 51% des Français le veulent, eh bien on peut établir une dictature. On peut rétablir la peine de mort, non. À un moment donné, même si 51, 60, 80% des Français l'ont décidé, les républicains doivent faire en sorte que les valeurs soient préservées. La peine de mort n'est plus dans les valeurs républicaines. Si un référendum est organisé un jour comme le souhaite Marine Le Pen et que les Français disent « on veut la peine de mort », il faudra faire une révolution. Il faudra faire un putsch, il faudra sauver la République sans peine de mort, plutôt que d'avoir la démocratie avec la peine de mort. Et un peu plus loin, ce cher Christophe Barbier nous dit « pour que ces valeurs survivent, il faudra faire la nation européenne ». Alors, deux enseignements à tirer de cette citation. Le premier, c'est que malgré toutes les leçons de politiquement correct qu'il donne sur les plateaux de télévision, Christophe Barbier n'est pas démocrate, puisqu'il nous dit très clairement qu'il se moque de la souveraineté du peuple. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Bon, Christophe Barbier, lui, vraisemblablement une autre définition. Deuxième enseignement, si l'on s'en réfère toujours à ce grand penseur, qui est Christophe Barbier, eh bien, la République, apparemment, ce n'est pas que des institutions. Si l'on se réfère à ce cher Barbier, la République, c'est aussi des valeurs. Alors, quelles valeurs ? Christophe Barbier, de façon un peu consensuelle, évoque la dictature et la peine de mort en nous faisant comprendre que tout ça n'appartient pas au corpus républicain. En réalité, on connaît Christophe Barbier, on sait pour qui il travaille, on connaît son journal, on connaît l'idéologie dominante qu'il propage à longueur de médias. On sait qu'en réalité, il vise, quand il parle de ses valeurs, il vise la fameuse idéologie des droits de l'homme. Mais cette idéologie des droits de l'homme, ce n'est que la reprise de la doctrine du droit naturel qui a été dégagée par le philosophe hollandais Grotius. Et cette doctrine du droit naturel, ensuite, a été reprise par les Lumières. Donc voilà en réalité les valeurs dont nous parle Christophe Barbier et que Christophe Barbier vise. Ces valeurs, ce sont les valeurs de la philosophie des Lumières, et voilà ce qu'est l'anti-France. L'anti-France, c'est la République avec un grand R. C'est-à-dire que c'est la République dont l'esprit des institutions est la philosophie des Lumières. C'est la République des Lumières. Alors, dans une première partie, j'évoquerai pourquoi cette République des Lumières est l'anti-France, et dans une deuxième partie, j'essaierai de dégager quelques pistes pour savoir tout simplement comment nous en débarrasser. Alors donc, que la République soit l'anti-France, ce n'est pas neuf. Hélas, il ne suffit pas de le dire, il faut aussi le démontrer. Et ce lien ne va pas forcément de soi. Il n'y a pas forcément un lien entre une philosophie et l'effacement civilisationnel d'un pays. Alors pourquoi la République des Lumières est l'anti-France ? Les philosophies des Lumières, que ce soit pour les louer ou pour les critiquer, on trouve beaucoup de gens pour en parler. Le problème, c'est que on ne nous explique jamais ce qu'est le corpus commun
entre tous les philosophes des Lumières, et ceux, y compris, ceux malgré, j'ai envie de dire, les différences qu'après ils peuvent avoir sur tel ou tel point. Alors, qu'est-ce que c'est que la philosophie des Lumières? Pour le comprendre, je m'attarde un très court instant sur un essai de Emmanuel Kant, qui précisément s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et dans cet essai, Kant nous dit que les Lumières, c'est la philosophie qui permet aux individus d'utiliser leur propre entendement. Kant nous dit les individus, globalement, en général, sont des mineurs, c'est-à-dire qu'ils pensent à l'aide de directeurs de conscience, mais enfin, grâce aux Lumières, les individus vont pouvoir penser par eux-mêmes. Je m'arrête un court instant là-dessus. La question que pose Kant est très juste. C'est-à-dire que la plupart des gens, de fait, ne pensent pas par eux-mêmes. Ils ne prennent pas le temps de se faire leur propre opinion sur les personnes, les événements, etc. J'ai une petite anecdote personnelle à raconter. Il y a un an de ça, j'ai fait une conférence dans laquelle j'ai introduit la question du surmoi, dans la critique du système. Et j'ai reçu pas mal de messages suite à cette conférence de personnes qui me disaient « Mais tout ce que vous racontez sur le surmoi, c'est de la merde, parce que Julius Evola et René Guénon ont dit ça et ça sur Freud et la psychanalyse. » Alors moi, je répondais « Oui, c'est très bien. » Petite parenthèse, ils ne m'apprenaient pas grand-chose, mes contradicteurs. C'est très bien, mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez lu de Freud et sur quel point précisément vous vous opposez à lui? Et bien évidemment, je n'avais jamais de réponse. Parce que mes contradicteurs n'étaient jamais allés lire Freud, et donc, ils n'avaient pas leur propre opinion sur la question. Donc la question que pose Kant est juste, à savoir que il est vrai que la plupart des individus, hélas, n'usent pas de leur propre entendement et se réfèrent à des directeurs de conscience. En l'occurrence, mes contradicteurs avaient pour directeur de conscience Julius Evola et René Guénon. Hélas pour eux, j'ai envie de dire. Donc, la question que pose Kant est juste, mais le problème, c'est que la réponse que vont donner les philosophes des Lumières va être extrêmement mauvaise. C'est le moins qu'on puisse dire. Quelle va être la réponse des philosophes des Lumières? C'est que pour utiliser son propre entendement, il faut abolir le passé. Alors évidemment, eux ne le formulent pas comme ça. Je m'explique. Le raisonnement des philosophes des Lumières est le suivant. L'homme est bon par nature, mais force est de constater qu'en société, il est mauvais. Si l'homme est mauvais en société, c'est parce que la société l'a rendu mauvais. Si la société l'a rendu mauvais, c'est parce que les fondements de la société sont mauvais. Les fondements de la société sont la religion, donc il faut changer ces fondements et leur donner des fondements neufs, plus nouveaux, plus certains. Et nos philosophes de Lumière vont choisir comme fondement de la société la raison. D'où cette phrase de Diderot qui nous dit que la raison est pour le philosophe ce que la grâce est pour le chrétien. Alors, qu'est-ce que cela implique, ce raisonnement? C'est que tout ce qui n'a pas été éclairé par l'œil de la raison est amené à disparaître, parce que ça rend l'homme mauvais, tout simplement. Alors, quelques exemples. Tout d'abord, Montesquieu. On nous dit que Montesquieu a inventé la séparation des pouvoirs. C'est n'importe quoi. La France de l'Ancien Régime avait beaucoup plus de contre-pouvoirs que toutes les sociétés, que tous les régimes qui ont suivi. Et d'ailleurs, c'est à cause de ces contre-pouvoirs que Louis XVI n'a pas réussi à réformer la fiscalité, et c'est à cause de ça que la monarchie a bloqué en 88 et 89. Alors qu'aujourd'hui, si Hollande veut faire voter une taxe, il le fait comme il veut. Petite parenthèse. Donc Montesquieu n'a pas inventé la séparation des pouvoirs, toutefois, ce qui est vrai, c'est qu'il a dégagé un certain schéma de séparation des pouvoirs. Donc Montesquieu, quand il préconise son schéma de séparation des pouvoirs, d'une certaine manière, c'est pour abolir les institutions héritées du passé de France, de l'histoire de France, et donc c'est pour les remplacer par de nouvelles institutions, que j'ai envie de dire des institutions qui seraient hors sol. Et pourquoi Montesquieu, d'ailleurs, dégage ce type de séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires? D'une part, il a en partie pompé au philosophe John Locke, et en fait, Montesquieu a rajouté le pouvoir judiciaire, en somme. Mais fondamentalement, pourquoi Montesquieu dégage ce schéma? Parce que Montesquieu était atteint d'une maladie extrêmement grave, maladie la plus grave que peut attraper un Français, c'est-à-dire l'anglophilie. Il était anglophile, et il a voulu reproduire le schéma des institutions anglaises en France, tout simplement.
Et pourquoi il était aussi attiré par ce schéma? C'est parce que en France, la noblesse était domestiquée, alors qu'en Angleterre, elle fait jeu égal avec le roi. Et d'ailleurs, dans son schéma de séparation des pouvoirs, Montesquieu divise le pouvoir législatif avec une chambre des pairs, exclusivement composée de nobles. Donc, grâce à son système de séparation des pouvoirs, Montesquieu, soit dit en passant, redonnait un très fort pouvoir à la noblesse. Donc, quand on nous dit que Montesquieu est un précurseur de la démocratie, enfin, quand le système nous dit que Montesquieu est un précurseur de la démocratie, c'est une vaste blague. Ensuite, Diderot. Quand Diderot fait l'encyclopédie, c'est pour réécrire le savoir. Mais c'est pour réécrire le savoir sur de nouvelles bases, sur le fondement de la raison. Voltaire. Quand Voltaire dit « écrasons la femme », c'est pas seulement « écrasons le cléricalisme », c'est « écrasons la croix ». Écrasons la croix, c'est une façon, encore une fois, d'éradiquer le passé. Le comte d'Holbach, qui était très important, qui n'est pas très connu, mais qui était un philosophe très important parce pardon de cette expression, il réseautait beaucoup en fait. Il est pour beaucoup dans l'organisation des réseaux des Lumières de l'époque. Donc le comte d'Holbach, qui était un anti-chrétien acharné, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le christianisme dévoilé, était lui aussi quelqu'un qui avait pour objectif d'éradiquer le passé. J'en arrive maintenant au philosophe des Lumières le plus dangereux, le plus catastrophique, qui est Jean-Jacques Rousseau. Alors pourquoi Jean-Jacques Rousseau est dangereux, entre guillemets? C'est un peu comme René Guénon, Jean-Jacques Rousseau. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des prosateurs exceptionnels, il faut le reconnaître. Et grâce à leur prose, ils vous emmènent là où ils veulent. Le problème, c'est qu'ils vous emmènent dans le mur. Jean-Jacques Rousseau, c'est, je crois vraiment, le philosophe le plus catastrophique. J'ai relu l'Émile il n'y a pas longtemps. C'est effarant de stupidité en fait et de naïveté en fait. C'est extrêmement naïf comme livre. Et quand on lit l'Émile, on a l'impression d'écouter, vous savez, les contrôleurs de l'éducation nationale qui nous disent qu'il faut mettre l'enfant au centre de l'enseignement, etc., et qu'il ne faut pas trop d'autorité, et blablabla. Tout ça, ça vient de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Donc Rousseau dans l'Émile propose un nouveau système d'éducation. C'est une façon de s'attaquer au modèle familial traditionnel. Petite anecdote qui en dit long sur la crédibilité de l'ouvrage de l'Émile. Rousseau nous explique à un moment que les Anglais et les Allemands sont méchants parce qu'ils mangent beaucoup de viande. Bon, moi je pense que ça en dit long sur ces délires. Jean-Jacques Rousseau est quelqu'un qui mélangeait vraiment des coups de génie, parce qu'il y a des réflexions très intéressantes chez Rousseau, il faut pas tout jeter, et vraiment parfois des véritables délires. Le contrat social, c'est pareil. Le contrat social, c'est fait pour faire naître des institutions hors sol, complètement dégagées de la tradition. Et enfin, Rousseau a fait un ouvrage qui est un peu moins connu, qui est le discours sur les arts et les sciences, qui est une véritable diabolisation des arts. Et Rousseau nous explique en fait que les arts altèrent la vertu des peuples. Bon, c'est pas démontré selon moi. Mais encore une fois, s'attaquer aux arts, c'est s'attaquer à la culture, et donc c'est s'attaquer à la transmission, c'est s'attaquer au passé. Donc tous nos philosophes des Lumières, d'une façon ou d'une autre, cherchent à éradiquer le passé. Et donc, de cela, il résulte que nos philosophes des Lumières vont promouvoir un modèle de société et un modèle d'individu qui a abdiqué toute trace du passé, qui a abdiqué toute particularité, toute caractéristique culturelle, politique, sociale, religieuse, etc. Et ceci va avoir des conséquences énormes. Alors tout d'abord, un point à éclaircir, c'est que cette philosophie des Lumières s'est imposée en France grâce à la Révolution. Mais pourquoi elle s'est imposée? Parce que les hautes strates de la société française ont été acquises à cette philosophie. Et pourquoi elles l'ont été? Parce que, comme je vous l'ai dit, la noblesse qui avait été domestiquée par le roi avait une revanche à prendre, et parce que la bourgeoisie avait besoin de faire péter le carcan de l'Ancien Régime pour donner plus de place à la puissance du marché. Alors, quelles sont les conséquences politiques, culturelles et anthropologiques de la diffusion de l'idéologie des Lumières? Quelques conséquences politiques. La première, la plus visible, c'est l'Union européenne. Puisque par l'Union européenne, on éradique le passé de la France. Il y a une phrase de François Mitterrand au Parlement européen qui est très connue, qui nous dit ceci: « La France est notre histoire, l'Europe est notre avenir ». Ce qui est une façon de dire subliminalement, la France est notre passé, et grâce à l'Europe, nous allons nous en débarrasser, puisque l'Europe est notre avenir.
Autre manifestation de l'influence des Lumières, c'est tout simplement l'immigration de masse. Pourquoi ? Parce que en faisant venir des populations, pardon, hein, pas d'origine sud-coréenne, pas d'origine guatémaltèque, mais d'origine subsaharienne et maghrébine, c'est une façon pour les élites républicaines d'éradiquer le peuple de France, et donc d'éradiquer le passé, d'éradiquer la transmission de la civilisation française. Autre conséquence de la philosophie des Lumières, c'est la théorie du genre. Rappelez-vous, la philosophie des Lumières nous dit abdiquez tout, abdiquez toute caractéristique, abdiquez tout ce qu'il y a en vous. Eh bien, la théorie du genre va jusqu'au bout de ce raisonnement et nous dit abdiquez même votre sexe, vous n'êtes même plus votre sexe. Vous avez la souveraineté de choisir votre sexe. Bon. La laïcité aussi. La laïcité est une émanation des Lumières. La laïcité dépouille l'État de sa tradition. La laïcité fait que l'État est neutre religieusement. Ensuite, là je ne vais pas passer pour un mec cool, je le dis d'avance. L'une des conséquences des Lumières, c'est la façon dont on a donné la nationalité en France depuis maintenant des décennies. De fait, on a donné en France la nationalité à des gens qui n'auraient pas dû l'avoir. Pas parce qu'ils sont méchants, mais tout simplement parce que culturellement, ils ne sont pas français. Et là, je vais donner des exemples très précis pour plaider ma cause. Petite parenthèse, aujourd'hui, moi, je distingue, c'est un peu violent, hein, mais je distingue ce que j'appelle un français culturel et un français administratif. Voilà. Alors, je donne des exemples. Et après, on pourra me contredire éventuellement. Mais quand un Français d'origine algérienne sort à la première occasion venue son drapeau de l'Algérie, je demande qu'on m'explique pourquoi je suis censé le considérer comme mon compatriote. Parce que moi, l'Algérie n'est pas mon pays, hein, sans offenser l'Algérie. Pareillement, quand un militant de la LDJ se déclare pro-israélien et qui chante l'hymne israélienne à tout va, voire au palais de justice, eh bien, je demande pourquoi, moi qui suis français, un Français enraciné, je devrais le considérer comme mon compatriote. Bon. Quand on chante la Marseillaise, on ne passe pas pour un Israélien. Quand on chante l'hymne israélienne, on ne passe pas pour un Français. Ça me semble être mathématique. C'est pareil, quand on voit tous les jeunes qui ont sorti les drapeaux de leur pays d'origine à la victoire de Hollande, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi je dois considérer comme mes compatriotes des gens qui font des actes d'allégeance à une puissance étrangère. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi le bon sens, quel bon sens fait que des gens qui font allégeance à une puissance étrangère doivent être assimilés à des Français. Bon. Donc, on a donné en France la nationalité à des gens qui n'auraient pas dû l'avoir parce qu'ils n'étaient pas culturellement français, et je le dis, ce n'est pas un crime de ne pas être français. Hein. Y a pas de problème avec ça. Hein. Mais pourquoi donc on leur a donné la nationalité ? Parce que, rappelez-vous, les Lumières nous disent nous sommes dans une société où nous avons abdiqué toute caractéristique culturelle, donc tout le monde peut devenir français à partir de ce moment-là. Être français est une coquille vide. Donc là, je vous ai évoqué quelques conséquences, quelques émanations de la philosophie des Lumières, comment la philosophie des Lumières se traduisait, comment elle impactait sur le débat politique actuel. Il y a des conséquences qui sont encore plus graves d'un point de vue anthropologique, et je vais en citer deux. La première, c'est l'émergence de l'individualisme. Qu'est-ce que c'est l'individualisme ? C'est tout simplement le fait que la société ne se pense plus en fonction de l'intérêt du bien commun, mais que la société se pense en fonction des intérêts particuliers des différents membres de la société. Exemple, le mariage gay. Dans une société normale, on ne fait pas le mariage gay. Le mariage gay est une atteinte à la famille est nécessaire au bien commun d'une société, donc on ne fait pas le mariage gay. Mais dans une société individualiste, si le critère de l'existence d'une norme, c'est le fait que cette norme corresponde aux intérêts de certains membres de cette société, alors effectivement, on n'a aucun fondement pour refuser le mariage gay. J'aimerais, si vous le voulez bien, vous citer deux anecdotes que je vais mettre en parallèle. La première se passe sous le règne de Louis XIII. Louis XIII avait fait interdire les duels à l'épée. Il l'avait fait pour diverses raisons. Tout d'abord parce qu'il y avait une hécatombe dans la noblesse, parce que les jeunes hommes se tuaient tout simplement dans les duels. Et il l'a fait aussi pour rehausser le prestige de l'autorité royale. Et comme dirait Max Weber, pour que le roi ait le monopole de la violence légitime. Seulement la noblesse à l'époque était très frondeuse. Et bien évidemment, nombre de jeunes nobles ont continué à se battre. Et il y avait notamment l'un d'entre eux qui était un très fin épéiste, qui était le comte de Montmorency-Bouteville.
Et le comte de Montmorency-Bouteville donc continue à se battre, et Louis XIII pardon, l'avait dans le collimateur. Et Louis XIII donc a essayé de l'arrêter, mais ce cher Montmorency-Bouteville s'est enfui en Belgique, à Bruxelles. Il demande à l'archiduchesse de Hollande de calmer Louis XIII, de demander s'il ne peut pas y avoir une amnistie, en somme, une grâce. Louis XIII refuse. Donc fou de rage, Montmorency-Bouteville rentre à Paris, il va sur la place de Grève et il défie en duel 2 personnes qu'il blesse, voire qu'il tue. À ce moment-là, enfin, la police parisienne s'empare de lui et le met en tôle. Il est jugé et il est condamné à la peine de mort. Il faut bien comprendre que Montmorency-Bouteville, c'est l'équivalent d'un Lagardère. C'est l'équivalent d'un Lagardère d'aujourd'hui. Alors à ce moment-là, que se passe-t-il ? Lobbying massif de la haute noblesse sur le roi de France. Mais Louis XIII tient bon et il ne veut pas gracier Bouteville parce qu'il a besoin d'un exemple et il a besoin d'affirmer son autorité. En dernier lieu, je ne sais plus si c'est la mère ou le père de Bouteville qui va voir Louis XIII et qui lui demande ultimement grâce pour son fils. Et Louis XIII lui répond par cette phrase : « Je ne suis pas le roi des particuliers ». C'est-à-dire que le roi de France ne travaille pas pour des individualités, fussent-elles illustres et prestigieuses. Le roi de France travaille pour le bien commun de la France, et le bien commun de la France exige que la noblesse soit domestiquée, et que moi, roi de France, détienne le monopole de la violence légitime. Donc, Bouteville a été décapité. C'est pas demain qu'on verra nos oligarques, je ne demande pas qu'on les décapite, bien évidemment, mais qu'on verra les oligarques se faire punir par l'autorité politique, pour leurs méfaits. Je vais mettre en parallèle une autre anecdote qui s'est passée pendant la Première Guerre mondiale. Comme vous le savez, les Allemands nous ont attaqués par le nord-est et une partie de la France a été occupée. On parle souvent de l'occupation de la Seconde Guerre mondiale, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une partie de la France qui a aussi été occupée pendant la Première. Et dans cette zone occupée, il y avait notamment des mines de fer. Et ces mines de fer appartenaient à la dynastie des Wendel, qui est une dynastie bourgeoise extrêmement importante, dont d'ailleurs Ernest-Antoine Sellière est un descendant. Et le problème, c'est que bien évidemment, les Allemands ne se privaient pas de se ravitailler dans ces mines de fer pour leurs armées. Donc plusieurs généraux français, pendant la guerre, ont proposé au gouvernement des plans d'attaque de ces mines, pour les enterrer au moins pour le temps du conflit, et que les Allemands cessent, un, de piller la France, et deux, de se ravitailler. Et bien bizarrement, ces plans n'ont jamais été mis en exécution. Pourquoi ? Parce que la République s'était mise au service de M. de Wendel. Point. Donc j'invite chacun à comparer ces deux anecdotes et à tirer les justes conclusions. Donc, première conséquence anthropologique des Lumières, émergence de l'individualisme. Deuxième conséquence, c'est ce que j'appelle le processus de décivilisation. Norbert Elias, qui est un sociologue allemand du XXe siècle, a dégagé le principe de processus de civilisation. Qu'est-ce que c'est que le processus de civilisation selon Norbert Elias ? C'est le fait qu'à partir du Moyen-Âge, les individus se sont civilisés en incorporant des normes siècle après siècle. Et c'est comme ça que les individus sont devenus polis, courtois, etc. Et que, tout simplement, ils ont intégré des normes sociales qui a fait que la vie en société a été possible et qu'elle est devenue moins violente. Aujourd'hui, à quoi assiste-t-on avec la philosophie des Lumières ? Rappelez-vous, Norbert Elias nous dit « incorporez des normes pour vous civiliser ». Mais la philosophie des Lumières nous dit l'inverse. La philosophie des Lumières nous dit « dépouillez-vous de toutes normes, dépouillez-vous de toutes vos particularités, de toutes vos caractéristiques, et donc, au final, de toutes vos normes. » Ce qui fait que donc nous sommes dans un véritable processus de décivilisation. Et là, on comprend beaucoup de choses de notre époque. Par exemple, l'incivisme et l'ultra-violence des wesh-wesh. L'incivisme et l'ultra-violence des wesh-wesh est le produit de ce processus de décivilisation, puisque les wesh-wesh sont des individus qui, hélas, sont déstructurés et qui n'ont aucune norme, justement, pour les structurer. On comprend aussi la vulgarité infinie d'Arthur, Michael Youn, Coé, Cyril Hanouna, etc. On comprend aussi la grossièreté d'un Sarkozy au pouvoir, qui normalement ça n'existe pas ça en France normalement.
J'ai vu quelques petits extraits de la vidéo qui a fait Carla Bruni, la campagne intime. Mais c'est dire que c'est affligeant, Hélène et les garçons est plus crédible, quoi. Bref. On comprend aussi un phénomène extrêmement important qui est le déclin des arts. Notre époque, c'est une ultra-évidence, connaît un déclin des arts comme on n'en a jamais vu. C'est dans tous les domaines. Moi qui suis un amoureux de littérature, aujourd'hui en France, il n'y a plus d'écrivains. Plus aucun écrivain n'a de style. Quand ils en ont un, ils ne savent pas vraiment quoi raconter. Et ça a un sens. Je veux dire, c'est pourquoi ? Parce que les Lumières nous disent abdiquez tout. Et pour être un génie, il faut préalablement avoir incorporé tous ces classiques, entre guillemets. Rimbaud arrive à écrire dès 17 ans parce qu'il avait ingurgité déjà toute la poésie française, si vous voulez. Or, aujourd'hui, on nous vend le mythe de l'individu qui spontanément aurait du talent. Le talent, ça n'existe pas. Le travail, ça existe. Le talent, ça n'existe pas. Donc, les individus aujourd'hui, comme ils se dépouillent de tout, n'ont plus les bagages culturels pour être de véritables créateurs. Et donc, je vous ai parlé de la littérature, mais c'est pareil en musique, en cinéma surtout. En cinéma, on voit bien, il y a de plus en plus de remakes à Hollywood, on n'arrive plus à produire, alors il y a des exceptions bien évidemment, mais globalement, on n'arrive plus à produire des chefs-d'œuvre en somme. Ce qui est rigolo, c'est que d'ailleurs, quand on voit les affiches des métros, officiellement, il y a un chef-d'œuvre toutes les semaines, voire plusieurs chefs-d'œuvre toutes les semaines. En réalité, tout cela ne laissera aucune trace, c'était absolument évident. Bon. Donc, les Lumières aboutissent à ces deux conséquences anthropologiques. Donc, la première, c'est l'émergence de l'individualisme, et le deuxième, c'est ce fameux processus de décivilisation. Je reste un instant sur ce processus de civilisation parce que on peut faire une petite réflexion au sujet du totalitarisme. Je donne au totalitarisme la définition suivante. C'est un système qui réduit le peuple à l'état de masse. Comme ça, une fois réduit à l'état de masse, le peuple redevient esclave alors même qu'en droit, il bénéficie de ses libertés fondamentales. Comment transforme-t-on le peuple à l'état de masse ? En le déracinant. Qu'est-ce que l'enracinement selon Simone Veil ? Un individu est enraciné quand il participe à l'existence de sa collectivité, et un individu peut participer à l'existence de sa collectivité uniquement lorsqu'il est structuré par ce que Simone Veil appelle les trésors du passé. Or, les Lumières nous disent précisément l'inverse. Les Lumières ne nous disent pas de nous structurer par rapport aux trésors du passé. Les Lumières nous disent éradiquer ce passé qui est pour vous une entrave, qui est une entrave à votre entendement, à l'usage de votre entendement. Donc, la conséquence de cela, c'est quoi ? C'est que les Lumières, en réalité, sont la matrice de notre déracinement. Les Lumières sont la matrice du déracinement du peuple de France parce qu'elles exigent de nous expurger du passé, de nous expurger de toute norme. Donc les Lumières sont la matrice du déracinement et par extension, les Lumières en réalité sont... la philosophie des Lumières est la matrice du totalitarisme, puisque c'est les Lumières qui nous réduisent à l'état de masse, c'est les Lumières qui nous rendent inertes, ce sont les Lumières qui nous rendent à l'état de choses inertes et passives dont le pouvoir, au final, peut jouer comme il veut, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors même qu'en droit, nous jouissons de toutes nos libertés fondamentales. Donc, voilà pourquoi les Lumières sont l'anti-France. Les Lumières ont engendré absolument tous les maux, en tout cas tous les maux principaux qui dévastent la France et qui fait que la France connaît une véritable zombification. Sortir de l'Union européenne sera bien évidemment nécessaire, arrêter l'immigration sera évidemment nécessaire, mais tout ça ne suffira pas à conjurer la zombification. Pour conjurer la zombification, il faut éradiquer définitivement ces Lumières, sachant que les Lumières ont été donc la philosophie de tous les régimes qu'a connu la France depuis la Révolution. J'aurais quand même la sensation de baisser un peu mon pantalon si je ne disais pas qu'il y a au moins une personnalité politique, malgré les crimes qu'on lui a imputés à tort, très souvent d'ailleurs, qui avait compris ce qu'était l'anti-France, et cette personnalité, c'est l'inventeur de la fête des mères. Pour ceux qui connaissent. Donc, voilà ce qu'est l'anti-France. Maintenant, comment s'en débarrasser ? Comment se débarrasser de cette fameuse anti-France ? Alors déjà, il y a un truc qu'il faut bien se mettre dans le crâne, c'est que le peuple n'est pas souverain. Ça, il faut oublier. On l'a vu avec la Constitution européenne. Le peuple a voté massivement à 55%, ou quasiment,
Résultat, il y a eu le fameux putsch, d'ailleurs auquel appelait M. Barbier, il y a eu un putsch technocratique en quelque sorte, et on nous a refourgué la Constitution européenne via le traité de Lisbonne. Donc le peuple n'est pas souverain, ce qui ne veut pas dire que le peuple n'a aucun rôle à jouer, attention, j'y reviendrai. Les choses changeront en France quand nos chères élites françaises l'auront voulu. Donc, ce constat, en tout cas qui est le mien, appelle plusieurs questions. Dans quel contexte sont nos élites? Dans quel contexte baignent nos élites? Et ensuite, qui sont les élites françaises? Alors, dans quel contexte baignent nos élites? Eh bien, elles baignent dans le contexte de l'hyperclasse. Qu'est-ce que l'hyperclasse? L'hyperclasse, c'est la vassalisation de toutes les grandes oligarchies nationales par la plus puissante des oligarchies, qui est l'oligarchie anglo-américaine, et en particulier de son principal réseau, qui est le réseau Rothschild. Les big boss, ce sont messieurs Jacob et Nathaniel de Rothschild, de la City de Londres. Et je tiens à préciser, soit dit en passant, que le logiciel de ces messieurs n'est pas le sionisme, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui me gonflent, qui me demandent pourquoi je ne parle pas du sionisme. Je dis que le sionisme n'est pas le logiciel principal des Rothschild. Leur logiciel, c'est le franquisme. Et si des individus, des gens veulent se renseigner sur le franquisme, il y a plusieurs références intéressantes. Il y a les ouvrages de Gershom Scholem, il y a un livre de Charles Novak sur le faux messie Jacob Frank, et il y a un livre d'un rabbin américain, le rabbin Antelman, qui s'appelle Pour éradiquer l'opium, qui est un livre extrêmement intéressant. Alors, c'est pas traduit en français, mais c'est assez facile à lire quand même, hein. C'est un anglais assez basique et qui résume bien en fait ce qu'est le logiciel franquiste et quelles sont ses conséquences à travers l'histoire. Donc nous avons cette oligarchie anglo-américaine. Cette oligarchie s'est fondée en 1898. Pourquoi cette année? Parce que tout d'abord l'Angleterre met un terme à la guerre des beurs, et donc à ce moment-là, outre qu'elle met la main sur les richesses minières de l'Afrique du Sud, elle contrôle le passage entre l'océan Indien et l'océan Atlantique. Donc la route des Indes est définitivement sécurisée. Et cette même année, les États-Unis expulsent les Espagnols de Cuba. Donc il n'y a plus de puissance européenne sur le continent américain et ils sont libres de satelliser l'ensemble du continent. Petite anecdote, cette oligarchie anglo-américaine s'est faite à travers des individus, à travers différents artisans qui fréquentaient les mêmes milieux sociaux, mondains, etc. Et un jour, ces messieurs ont décidé de partir en croisière. Et c'était en 1912. Et quel est le bateau qu'ont pris ces messieurs artisans de l'oligarchie anglo-américaine en 1912? Le Titanic. D'aucuns vous diront que c'est un châtiment divin. Je ne sais pas. Donc nous avons cette oligarchie anglo-américaine qui se fait à la fin du 19e. L'oligarchie française très vite se met à la botte de l'oligarchie anglo-américaine. Dès le 19e siècle, des gens comme Louis-Philippe, Napoléon III et Georges Clemenceau sont des agents anglais ouvertement. D'ailleurs, je tiens à dire que Georges Clemenceau est le plus grand traître de l'histoire de France, période d'occupation comprise. C'était un agent anglais acharné, et je crois que personne n'a autant fait en tant que chef de gouvernement pour le rabaissement de la France et pour défendre les intérêts d'une puissance étrangère. Donc Georges Clemenceau est le plus grand traître de l'histoire de France. Et c'était pas pour la Finlande ou le Burkina Faso, c'était pour les Anglois, évidemment. Donc l'oligarchie française se met à la remorque de l'oligarchie anglaise. À partir du 14-18, là on est définitivement verrouillé, on ne bouge plus le petit doigt sans l'accord du supérieur britannique. C'est pourquoi d'ailleurs en 1936, par exemple, on ne réagit pas face à la remilitarisation de la Rhénanie. C'est parce que les Anglais nous disent de ne pas y aller. Bon, c'est pas que pour ça, c'est aussi parce que les hommes politiques français de l'époque étaient des lâches, mais en particulier le fameux Albert Sarraut, qui d'ailleurs, lorsque la Rhénanie a été remilitarisée, a déclaré « on va quand même pas faire la guerre à 3 mois des élections ». Ça en dit long sur les élites républicaines. Donc l'oligarchie française se met à la remorque des Anglois. L'oligarchie allemande à 2 reprises a proposé un modèle alternatif à l'oligarchie anglo-américaine. Et donc après 1945, elle a compris la leçon et elle se met au service du patron.
Les oligarchies d'Europe occidentale se sont mises à la remorque de l'oligarchie anglo-américaine pour plusieurs raisons, parce que déjà il y a eu la lutte contre le communisme qui fatalement aboutit à cela, la construction européenne aussi bien évidemment a concouru à cela, et il y a aussi le fait qu'avec les accords du GATT, on a commencé à libéraliser les économies, et l'internationalisation des affaires a fait que les choses se sont davantage concentrées sur la City de Londres et sur Wall Street. L'oligarchie chinoise aussi a été vassalisée par l'oligarchie anglo-américaine. Ça s'est fait dès les dernières années du règne de Mao. Ce sont les réseaux Rockefeller en particulier, puis ensuite la trilatérale, qui ont mené, qui ont orchestré le rapprochement sino-américain. Et ensuite, comme vous le savez, Deng Xiaoping ouvre l'économie chinoise. Et à ce moment-là, c'est le boom économique. Sachant que on parle du miracle chinois, il n'y a absolument aucun miracle chinois. Pourquoi la croissance a explosé en Chine? Pour une raison très simple, c'est que les Occidentaux ont investi de façon absolument gigantesque en termes de capitaux, et parce qu'il y a eu un transfert de technologie aussi gigantesque. Si on applique cette méthode à n'importe quel pays au monde, les mêmes résultats sont produits. Donc il n'y a pas de miracle chinois. Donc aujourd'hui encore, la Chine est extrêmement dépendante de l'oligarchie anglo-américaine. Alors l'oligarchie chinoise est ultra-nationaliste, ça ne lui plaît pas comme situation. À la première occasion venue, très possiblement, elle se dégagera de son suzerain. Mais aujourd'hui encore, hélas, l'oligarchie chinoise est vassale. L'oligarchie russe, ensuite, elle aussi a été soumise. Elle a été soumise. La date clé de la soumission de l'oligarchie russe, c'est 1993. Parce que c'est à cette époque-là que Helsinki privatise et que donc l'oligarchie anglo-américaine, via les fameux oligarques armoricains, arrive à mettre la main sur des pans entiers de l'économie russe. Donc nous avons cette oligarchie anglo-américaine. Alors, comment faire pour notre élite à nous, comment faire pour motiver notre élite française de se dégager de cette orbite? Avant d'évoquer cette question, un mot sur la composition des élites françaises. Parce que sur Internet, on entend beaucoup les sionistes et les francs-maçons. Ce qui est assez irritant comme réponse. Il y a deux références incontournables sur la sociologie des élites françaises. La première, c'est un historien qui s'appelle Emmanuel Beau de Loménie, qui a écrit un ouvrage absolument exceptionnel dont je suis admiratif, qui s'appelle « Les responsabilités des dynasties bourgeoises ». Et il nous explique bien la genèse de ces dynasties et leurs responsabilités à travers tout le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. J'y reviendrai. La deuxième référence ultime en matière de sociologie de nos élites, c'est monsieur, pardon, je vais blasphémer, c'est monsieur Henri Coston. Alors Henri Coston, on me dira, mais il était très antibiotique, monsieur Coston. Et de fait, c'est vrai que sur la question, il était un peu énervé. Mais ça n'empêche pas que M. Henri Coston faisait un travail extrêmement rigoureux, sourcé, avec des sources qui venaient du système d'ailleurs. Hein. Et aujourd'hui, je ne risque rien à me revendiquer de M. Coston, parce que des sommités du monde académique ont reconnu la valeur du travail de M. Henri Coston. Ces sommités sont M. Pierre Assouline et l'historien israélien Simon Epstein. Donc, voilà, j'ai mes couvertures et je peux le citer, sans trop de problèmes. Alors, qui sont nos élites françaises? Pour le savoir, il faut remonter au Directoire. Pendant la Révolution française, une partie de la bourgeoisie, c'est-à-dire ce qu'on appelait les robins, c'est-à-dire les avocats, les magistrats, les conseillers au Parlement, ont bâti des fortunes en spéculant sur les assignats, à travers la vente des biens nationaux et en trafiquant sur les fournitures de guerre. Ces trafics d'ailleurs, ces fortunes ont été bâties avec des banquiers, les banquiers de l'époque. Le problème qui s'est posé à ces robins enrichis, c'est que leur fortune, ou je dirais le sort de leur fortune, était lié au sort de la Révolution. Et si le roi Louis XVIII revenait, eh ben, c'était synonyme de fin pour leur fortune. Donc, ces robins qu'avec l'historien Beau de Loménie, nous allons appeler les dynasties bourgeoises, ces dynasties bourgeoises vont tout faire pour empêcher le retour du roi. Et que vont-ils faire? Ils vont financer le coup d'État de Napoléon de Brumaire.
Et coïncidence, les banquiers qui ont financé le coup d'État de Brumaire vont devenir les régents de la Banque de France. Banque de France qui, comme vous le savez, était une banque privée. Et donc la Banque de France avait ses 200 plus grands actionnaires qui élisaient 12 régents, et ces 12 régents de fait étaient les gouverneurs économiques de la France. Et donc, vous disais-je, coïncidence extraordinaire, les banquiers qui ont financé le coup d'État de Napoléon sont devenus les régents de la Banque de France. Par exemple, il y en a un qui est très connu, c'est le banquier Mallet. Le banquier Mallet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce banquier Mallet a fondé donc une dynastie bourgeoise et qu'aujourd'hui encore, les Mallets jouent un rôle extrêmement important dans le capitalisme français. La dynastie bourgeoise des Mallets s'est alliée avec deux autres dynasties bourgeoises, les Schlumberger et les Neuflize, et ils ont fondé la banque, une banque qui existe encore aujourd'hui, Schlumberger, Neuflize, Mallet. C'est une banque très importante, dont on parle peu, mais qui est très importante parce que notamment elle s'occupe de gérer les grandes fortunes des grandes familles françaises en somme. Donc, nous avons nos dynasties bourgeoises qui définitivement prennent le pouvoir sur la France, mais au-delà de ça, accroissent leur emprise sur la France grâce à Napoléon. Napoléon d'ailleurs va les récompenser grassement pendant tout son règne. Notamment, il va leur offrir des concessions de mines pour une bouchée de pain. Nos dynasties bourgeoises, donc, à ce moment-là, sont les maîtresses de la France. C'est elles qui ont le pouvoir en main. En 1814, Louis XVIII revient suite à la débâcle de Napoléon, mais nos dynasties n'acceptent le retour de Louis XVIII que si ce dernier s'engage à ne pas remettre en cause les acquisitions de la Révolution. Donc nos bourgeois aspirent. Mais, petit problème, c'est qu'avec Louis XVIII, revient aussi la noblesse. Et la noblesse, durant la Restauration, va se refaire la cerise, si vous me passez l'expression. Pourquoi ? Parce qu'en 1827 est votée une loi qui s'appelle justement la loi sur le milliard des émigrés. Et donc l'État va verser aux familles qui ont été lésées, aux familles nobles qui ont été lésées pendant la Révolution, 1 milliard de francs de l'époque. Et la noblesse ne va pas tomber dans ces erreurs des siècles passés, et grâce à ces capitaux qui lui sont fournis, une partie d'entre elles va se reconvertir dans l'affairisme. Et plus rien ne va les différencier dans leur activité de nos dynasties bourgeoises. Petite anecdote intéressante, je vous ai évoqué que les maîtres de la France à cette époque-là se retrouvaient à la Banque de France. Grâce à cette loi, une partie de la noblesse va devenir actionnaire à la Banque de France. Et qui va-t-on retrouver notamment comme famille noble à la Banque de France ? Les Chaudron de Courcelles. Chaudron de Courcelles, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nom de jeune fille de Madame Chirac. Mais encore une fois, hasard total. Sous la Restauration, les maîtres de la France sont les dynasties bourgeoises et la noblesse. Indisposée qu'elle est par le retour en force de la noblesse, la bourgeoisie va renverser Charles X et va mettre à sa place Louis-Philippe, agent de l'Angleterre, vous avez dit tout à l'heure. Sous Louis-Philippe, les pendules vont être remises à l'heure. Là encore, coïncidence extraordinaire, deux régents de la Banque de France vont devenir présidents du Conseil, Monsieur Laffitte et Monsieur Casimir Périer. Monsieur Casimir Périer, dont le père d'ailleurs, le banquier Périer, avait lui aussi financé le coup d'État de Brumaire. Donc à ce moment-là, la noblesse redescend un peu d'un cran, mais elle est toujours présente dans les hautes strates de la société française. Arrive ensuite le Second Empire. Là, les dynasties bourgeoises vont se scinder parce que toutes ne se rallient pas à Napoléon III. Et c'est à cette période de l'histoire de France que la bourgeoisie juive va émerger. Pourquoi ? Parce qu'il y a des places à prendre. Comme toutes les dynasties bourgeoises ne sont pas ralliées à Napoléon III, il y a des places à prendre, et c'est là que la bourgeoisie juive va émerger. Et c'est à cette époque que d'ailleurs les Rothschild, en liaison avec un haut fonctionnaire polytechnicien, M. Paulin Talabot, si je ne dis pas de bêtises, vont fonder la Société Générale. Mon petit doigt me dit que depuis lors, ils ne l'ont pas lâché. Bon. Alors, des éléments de la bourgeoisie juive incorporent les hautes strates de la société française, mais il faut être lucide. Ces éléments ne sont pas centraux et ne sont pas du tout majoritaires. Ils existent,
ils ont de l'influence, mais ils ne sont pas du tout majoritaires. Pendant le 19e siècle, cette élite donc, va former une nébuleuse qui a des intérêts relativement communs, mais pour autant, ces trois strates, donc dynastie bourgeoise, noblesse reconvertie à l'affairisme et bourgeoisie juive, ces trois strates ne vont pas beaucoup se mélanger. Il y a un roman que j'aime beaucoup qui est La fortune des Rougons de Émile Zola. Et Émile Zola invente une sous-préfecture qui s'appelle la ville de Plassans. Et Zola explique bien que dans cette ville, il y a un quartier pour les prolétaires, un quartier pour la bourgeoisie et un quartier pour la noblesse. Dans les romans de Balzac aussi, on trouve ce clivage entre bourgeoisie et noblesse est extrêmement marqué. Donc évidemment, des fois, il y a des mariages entre des bourgeois entre des bourgeois et des nobles. Les bourgeois sont contents d'acquérir une particule, et les nobles, qui parfois sont un peu déshérités, sont ravis d'acquérir un nouveau compte en banque. Mais ce sont des phénomènes individuels. Il faut attendre le XXe siècle pour que vraiment il y ait une fusion de ces milieux. Et aujourd'hui en France, la noblesse, c'est très peu dit, mais la noblesse a encore un rôle extrêmement important. Alors bien sûr, on connaît tous des gens qui ont une particule et qui sont des Français moyens comme tout le monde, c'est tout à fait juste, mais il y a aussi une part de la noblesse qui joue un rôle très important dans les élites françaises d'aujourd'hui. En ce qui concerne les références venant du système, je vous invite, si ça vous intéresse, à lire les livres des époux Pinson, si je ne dis pas de bêtises, qui évoquent bien le rôle encore que joue cette noblesse mélangée à la bourgeoisie dans la société française aujourd'hui. Au cours du XXe siècle, il y a de nouvelles fortunes qui se sont faites, dans l'industrie militaire notamment, avec monsieur Dassault. Hasard de l'histoire, enfin hasard. C'est grâce au Front populaire que monsieur Dassault, de la gauche, que monsieur Dassault va devenir milliardaire. Et surtout, les fortunes qui vont se bâtir, les nouvelles fortunes qui vont se bâtir en France au XXe siècle vont être faites dans l'industrie du luxe. Donc là, c'est les Bettencourt, c'est les Pinault, c'est les Bernard Arnault, c'est le groupe Hermès, et j'en passe, c'était meilleur. Et aussi, j'oubliais, dans l'agroalimentaire, on n'en parle pas beaucoup, mais nous avons en France des milliardaires qui se sont fait leur argent dans le domaine de l'agroalimentaire. Je pense notamment à la famille qui détient le Ricard. Voilà, le Ricard, c'est une des plus riches familles de France. Donc voilà qui sont nos élites. Au sein même de ces élites, je fais une distinction entre 3 degrés. Les notables, le MEDEF et la couche qui baigne véritablement dans l'hyperclasse. Donc la question qui va se poser à ceux qui veulent s'opposer à cette anti-France, s'opposer au mondialisme en réalité, c'est comment faire pour convaincre cette oligarchie française de changer de politique et de se désenclaver de l'oligarchie, enfin de se libérer de l'emprise de l'oligarchie anglo-américaine, et comment faire donc pour la convertir, si on peut employer ce terme, à l'antimondialisme, au souverainisme, aux idées nationales, etc. Je sais que dit comme ça, beaucoup pensent que c'est impossible. Moi, je ne le crois pas. Je pense que plusieurs motifs peuvent faire que ces gens-là, un jour, s'adressent à une élite dissidente, sérieuse et digne de ce nom. Quels sont ces motifs ? Ces gens-là, il ne faut pas leur parler de l'amour du Christ et il ne faut pas leur parler de l'amour de la France. Je crois qu'ils y sont relativement insensibles. Il faut leur parler de leur portefeuille. Et il faut leur faire comprendre qu'ils ont intérêt à opter pour une politique antimondialiste. Je ne rentre pas dans la considération de l'effondrement de l'oligarchie anglo-américaine, parce que ça serait trop long, mais dans les années à venir, il est certain que l'oligarchie anglo-américaine va voir son influence baisser. Donc ça va nous ouvrir des perspectives. Et d'ailleurs, le fait qu'on ne soit pas allé en Syrie prouve bien que notre oligarchie anglo-américaine est à bout de souffle. Donc, vous disais-je, il faut parler à leur portefeuille, à ces gens-là. Alors, là, il y a plusieurs choses. Déjà, la facture du mondialisme, c'est combien ? J'ai pas fait de calcul précisément, mais mon petit doigt me dit que la facture du mondialisme en France, c'est minimum 100 milliards d'euros par an. Pourquoi ? 50 milliards donnés aux banques du fait des intérêts de la dette. Je pense qu'ici, vous connaissez tous l'arnaque de la dette. Et il y a aussi au moins autant qui est donné pour, moi j'appelle ça la contre-colonisation. Je sais que c'est un peu violent comme terme. Bon. Au bout d'un moment, quand on arrive dans des coins où il y a des zones défrancisées, il faut appeler les choses par leur nom. Quand je vais plaider au Conseil de prud'homme de Bobigny et que je vois sur les murs
des affiches électorales du FLN. Je ne sais pas comment on doit appeler ça, moi. Bref. Donc la facture de la contre-colonisation, à mon avis, elle se chiffre autant en tout ce qui est prestations sociales et tout ce qui est surtout, c'est pas tant les prestations sociales qui coûtent cher, mais ça coûte cher, mais c'est surtout la création d'infrastructures qui est extrêmement coûteuse. Donc la facture du mondialisme, moi je la chiffre au moins à 100 milliards d'euros. Et bien 100 milliards d'euros d'impôts par an en moins, c'est vendeur. C'est vendeur au MEDEF. Hein. Parce que 100 milliards d'impôts en moins par an, en plus, c'est beaucoup de charges patronales et sociales sur le travail en moins, c'est de l'air pour nos entreprises, et c'est une façon de faire diminuer drastiquement le chômage. Ça ne suffira pas, parce que pour venir à bout du chômage, il faut aussi faire un protectionnisme intelligent. Mais autant il faut cesser la destruction des emplois par le protectionnisme, autant il faut pousser à la création d'emplois, et pour ça, il faut donner plus d'air à nos entreprises. Et pour donner plus d'air, tout simplement, il faut payer moins de charges. Et donc, vous disais-je, la facture du mondialisme de ce point de vue-là, moi je la chiffre au minimum à 100 milliards d'euros par an. Toujours dans le registre du portefeuille, il faut comprendre que le chaos, c'est pas bon pour les affaires. Dans les siècles précédents, les bourgeois se sont alliés au roi de France. Pourquoi ? Pas pour l'amour du Christ. Parce qu'ils ont compris que le roi de France allait apporter de l'ordre là où les féodaux, par leur guerre, instauraient le désordre. Et le désordre n'est pas bon pour les affaires. Si les choses continuent comme elles doivent continuer, la France va se marseilliser. C'est-à-dire qu'elle va se féodaliser, c'est-à-dire que le crime, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, le crime va prendre une place de plus en plus importante dans l'espace public, et le chaos qui va en résulter sera extrêmement préjudiciable pour nos deux couches de l'oligarchie. Quand je dis qu'on peut les convertir, je ne parle pas de la troisième couche qui, elle, est, que ce soit sous la menace ou parce qu'elle estime que ses intérêts de toute façon sont plus en France. Cette troisième couche, globalement, avec le meilleur des bons sens, on n'arrive jamais à la convaincre. En revanche, la couche notable et la couche MEDEF, elle, est parfaitement convertible et c'est d'elle dont je parle en priorité. Donc le chaos, c'est pas vendeur, et si ces gens-là veulent éviter la marseillisation de la France, il faudra s'adresser au camp national, il faudra s'adresser aux gens qui ont les ressorts, qui ont les vertèbres déjà, pardon de le dire, hein, qui ont les vertèbres et qui ont le logiciel pour conjurer ce chaos. Troisième motif, et là, je me contredis un court instant, la troisième couche de nos élites peut être intéressée. Il n'est pas impossible que l'oligarchie anglo-américaine, pour des raisons qui lui appartiennent, mais notamment parce qu'elle est très francophobe, hein, il y a une francophobie incroyable encore dans les élites anglo-saxonnes, il n'est pas impossible que cette élite anglo-américaine se retourne contre un de ses vassals, la France, l'oligarchie française. Et ça, j'en parle parce que nous avons eu en 2011 une jurisprudence extraordinaire, avec l'affaire libyenne. Officiellement, on nous vend un Kadhafi anti-mondialiste, anti-système, etc. C'est vrai qu'il avait des petits côtés anti-système, l'ami Kadhafi. Mais en réalité, Kadhafi, il baignait complètement dans le système. Par exemple, Kadhafi avait investi plusieurs centaines de millions d'euros dans une entreprise qui s'appelle l'entreprise Cubal, qui est une entreprise suédoise d'aluminium. Cette entreprise Cubal est elle-même une filiale d'une entreprise russe qui s'appelle l'entreprise Rusal. Donc Rusal Aluminium. En fait, c'est le géant de l'aluminium russe. Qui possède ce groupe d'aluminium ? C'est monsieur Oleg Deripaska. Oleg Deripaska, qui a pour conseiller financier et très bon ami monsieur Nathanaël de Rothschild. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Saïf al-Islam Kadhafi, Nathanaël de Rothschild et Oleg Deripaska étaient copains comme cochons. Ces gens-là s'invitaient dans leur fête anniversaire. Actuellement, le Monténégro est financièrement colonisé par les Rothschild et Deripaska. Et notamment, ils veulent en profiter pour faire de certaines villes du Monténégro des Saint-Tropez de l'Adriatique. Eh bien, monsieur Saïf al-Islam, quand il avait une fête anniversaire à organiser au El-Etzil, au Monténégro, qui est le pays où est enterré d'ailleurs monsieur Sabat Haïtzfi, ce qui est un hasard d'ailleurs incroyable. Donc, les Kadhafi baignaient dans le système. Ils étaient liés à l'oligarchie Rothschild, et pourtant, on sait comment ils ont fini.
le système s'est retourné contre eux. D'ailleurs, sur les Kadhafi, si il est vrai, on n'a pas de preuve, mais si il est vrai que Kadhafi a financé la campagne de Sarkozy, ça suffit à le disqualifier, hein, de toute manière, Kadhafi. Là, je veux dire, c'est plié. Hein. Donc, le système, l'oligarchie anglo-américaine, s'est retourné contre Kadhafi. Eh bien, après tout, on peut très bien imaginer qu'un jour, même si, de vous à moi, je pense que c'est pas demain, l'histoire est ouverte par définition. Et dans l'histoire, tout est possible. L'un des travers de l'esprit humain, c'est de penser que l'histoire en fait, on a un regard rétrospectif sur l'histoire qui nous trompe. Parce qu'on se dit, si ça s'est passé, c'est parce que de toute façon, ça se devait se passer. Or, quand on regarde l'histoire de près, on voit bien qu'en réalité, des milliers d'hypothèses à chaque fois étaient possibles. Et c'est un concours de circonstances très précis qui a fait que, mais il n'y avait pas de fatalité. Donc, si un jour, l'oligarchie anglo-américaine se retourne contre la France, à ce moment-là, l'oligarchie française sera obligée de riposter. Elle ne pourra pas le faire, bien évidemment, avec le MPS. Elle le fera avec un camp national et dissident antimondialiste digne de ce nom. Ceci dit, il ne faut pas se leurrer. Hein, nos élites ne vont pas adopter ce logiciel spontanément. Il va falloir leur tordre un petit peu le poignet. Alors pour ce faire, il y a diverses choses. Hein. Il y a diverses choses à entreprendre. Il y a déjà un travail de lobbying et de réseautage assez classique, traditionnel. Il y a le fait que l'abstention et le vote Front National peuvent mettre un petit coup d'électrochoc à nos élites et pour leur dire arrêtez de déconner. Et il y a autre chose. Et pour vous le décrire, je vais me baser sur les travaux de deux historiens, François Furet et Augustin Cochin. Augustin Cochin nous dit ceci. À partir des années 50 du XVIIIe siècle, ont émergé des nouveaux circuits de sociabilité. Ces circuits de sociabilité, qui étaient des véritables fabriques d'opinion, étaient les sociétés de pensée. Donc sociétés de pensée, c'était les loges maçonniques, les académies, les sociétés littéraires, etc. Donc tout ce monde des sociétés de pensée, des décennies durant, ont fomenté une nouvelle, je cite, légitimité politique et culturelle. Et pendant ce temps-là, les institutions de l'Ancien Régime dépérissaient complètement et plus personne n'y croyait. Et François Furet nous dit que dans les dernières décennies de l'Ancien Régime, les institutions de l'Ancien Régime étaient un théâtre d'ombre. Aujourd'hui, nous vivons un phénomène extrêmement similaire. Les Français ne croient plus, ou en tout cas de moins en moins, aux institutions traditionnelles, aux hommes politiques, aux journalistes, etc. Et parallèlement, sur Internet joue le rôle des sociétés de pensée en fait, sur Internet se fabrique une nouvelle opinion publique, se fabrique une nouvelle légitimité politique et culturelle. Et d'ailleurs, on voit le système en train de paniquer complètement. Pensez donc à la fameuse répression médiatique, ou à la contre-offensive médiatique sur la fameuse quenelle. On ne parle que de ça aujourd'hui, ce qui est complètement irrationnel, d'un certain point de vue. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est absolument inoffensif, la quenelle, pour le système. Mais pourquoi le système panique sur cette question ? Parce qu'il a compris qu'une nouvelle opinion publique était née et qu'il n'avait pas de prise sur ces opinions publiques, que ces moyens traditionnels de contrôle social ne fonctionnaient pas. Le système a compris qu'il avait perdu prise. Il a compris que quelque chose est né qui lui échappe. C'est exactement ce qui s'est passé avec la nouvelle légitimité politique et culturelle au XVIIIe siècle. Les institutions traditionnelles de l'époque ont été absolument incapables, enfin les institutions de l'époque déjà ont paniqué et ont été incapables de museler cette nouvelle opinion publique. Alors, la nouvelle opinion publique d'aujourd'hui qui est en train de naître sur Internet n'est pas consolidée, j'ai envie de dire. Elle va de riposte laïque à Dieudonné, si vous voulez. Donc c'est très large. Ce que chacun d'entre vous, globalement, tous les gens de bonne volonté doivent faire, c'est de peser autant que se peut sur cette nouvelle légitimité politique et culturelle qui est en train de naître et qui n'en est qu'à ses débuts, hein, qui grandit de façon exponentielle d'année en année, de peser un maximum dessus pour imprégner sur cette nouvelle opinion publique des idées antimondialistes, hostiles à l'anti-France, dissidentes, nationales, on appelle ça comme on veut. Donc, par cette nouvelle opinion publique, nous pourrons faire, quand on lui aura donné un poids suffisant et un sérieux doctrinal suffisant, ce qui ira d'ailleurs probablement ensemble, quand ceci sera fait, nous pourrons faire, en tout cas, on sera en mesure de faire la jonction
avec nos chères élites. Parce que si en face, nos élites ne voient pas qu'il y a du répondant, ils ne vont pas bouger. Sachant qu'aujourd'hui, nos élites ne connaissent pas la dissidence. Donc pour elles, il n'y a pas de débouché politique. Il faut être optimiste sur cette question. Parce que les oligarchies ont une grande qualité, c'est qu'elles sont pragmatiques. Elles savent où sont leurs intérêts et elles n'hésitent pas à changer de cheval quand elles estiment que c'est bon pour leurs intérêts. Je cite à nouveau l'historien Baud de Loménie. Baud de Loménie nous explique ceci. Dans les dernières années des années 70 du 19e siècle, il y a eu une cassure dans les dynasties bourgeoises. Il y a une partie des dynasties bourgeoises qui a considéré que la République serait la meilleure garantie de leurs privilèges, et il y a une autre partie des dynasties bourgeoises qui a considéré que leurs privilèges seraient mieux défendus si on revenait à la monarchie, enfin la fausse monarchie d'ailleurs, des Orléans. Et donc il y avait une rivalité sévère entre ces deux franges de l'oligarchie qui pourtant avaient des intérêts économiques absolument identiques. Et alors que s'est-il passé? C'est que pour triompher de l'autre, chaque frange de l'oligarchie a passé des alliances avec des groupes politiques qui n'avaient pas les mêmes intérêts qu'eux et qui n'avaient pas les mêmes doctrines qu'eux. Concrètement, la gauche républicaine s'est alliée avec les radicaux-socialistes et la droite monarchiste s'est alliée avec les bonapartistes et les boulangistes. Donc, vous voyez, l'oligarchie, parfois, peut changer son curseur et faire alliance avec, faire des alliances imprévues en somme qui, de prime abord, n'étaient pas annoncées. Donc, c'est par cette jonction, vous disais-je, entre une élite dissidente digne de ce nom qui aura imprégné de façon durable et intense la nouvelle opinion publique que nous pourrons revenir sur cette anti-France qui est la cause de tous nos maux. J'en ai maintenant terminé, et pour ponctuer définitivement mon propos, je vais faire un petit raisonnement par analogie. Dans le premier épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 15, Saint Jean nous dit ceci. « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En somme, celui qui aime ce qui vient des hommes ne peut pas aimer ce qui vient de Dieu. » Par analogie, nous pouvons dire, celui qui aime la République, l'amour de la France n'est pas en lui. Je vous remercie.